Merci d'être avec nous sur We Do Biz et cette semaine encore, on décode l'actu et les tendances du business avec ceux qui font l'économie de demain. Au programme, on reviendra un court instant sur ces attentats qui ont frappé Paris, c'était le 13 novembre dernier. Et puisque sur We Do Biz, nous sommes très attentifs aux entrepreneurs, aux TPE, aux startups, eh bien on parlera de l'impact, des conséquences pour ces petites entreprises. Et surtout de la génération start-upper. Est-ce qu'elle doit faire quelque chose en termes d'intégration, d'action, de discours pour lutter contre ce fléau? On reviendra ensuite sur les délais de paiement et Bercy qui, là, c'est terminé, ne fait plus du tout dans la dentelle puisqu'il balance carrément les noms des mauvais payeurs, principalement visés SFR Numéricable. Il faut dire que c'est un vrai problème, ces délais de paiement qui touchent surtout les petites entreprises et les entrepreneurs. Et puis, on terminera, et on en aura besoin, avec un peu de chaleur et de soleil. Je vous emmène au Portugal, puisqu'il paraît, oui, alors il paraît, que c'est là-bas que se trouve le nouvel Eldorado des startups. Attachez vos ceintures et bienvenue dans Entrepreneur le Live. Avec nous ce matin, Florence Axel. Bonjour. Merci d'être avec nous, présidente et fondatrice de Mes Bonnes Copines, toujours. Oui, ça n'a pas changé. Bon, ça n'a pas changé depuis le mois dernier. Guillaume Le Dieu de Ville. Bonjour Julien. Merci d'être avec nous également, cofondateur et dirigeant de Lingueo.com. On va commencer avec vous, puisqu'on a deux entrepreneurs, deux start-upers, je dirais, sur ces terribles attentats qui ont frappé Paris et sa région. C'était donc le 13 novembre dernier. Alors on ne va pas revenir sur le film des événements, puisqu'on l'a malheureusement tous bien en tête. Mais il faut reconnaître que très rapidement, on a très vite parlé des conséquences, de l'impact économique. Alors en un mot chacun, est-ce que le potentiel de création, d'innovation des startups, ce regain d'optimisme qu'on finalement commençait un peu à sentir à Paris notamment, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tout ça, c'est terminé, c'est menacé? Guillaume Le Dieu de Ville. Non, je ne pense pas. Je pense que comme tout événement grave, vous avez d'abord le choc, l'après-coup. Donc là, c'est ce qu'on vit depuis une semaine. Je pense qu'on le ressent tous en termes de business aussi. Ensuite, la vie reprend son cours et c'est bien. Mais là, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a une certaine peur. Donc, je pense qu'il va y avoir des entreprises plus touchées que d'autres. Je pense à tous les commerçants, à tous les grands magasins pour Noël. Eux vont subir les impacts de cet attentat. Et peut-être que, effectivement, des Fnac et Amazon vont peut-être tirer leur épingle du jeu, si on peut parler de tirer son épingle du jeu. Mais vraiment sur ces petites entreprises qui, dans des pépinières, qui essayent de réfléchir, de créer, d'innover, qui sont toujours finalement sous une forme un peu de... on va dire de gaieté quelque part, d'ambition, d'optimisme, ça va être plus compliqué quand même là. Je ne veux pas avoir un discours de politicien, mais là, l'heure était plutôt au silence, au calme. On a vu toutes les minutes de silence à travers la France, à la recherche, à essayer de trouver des solutions, comment on agit de manière collective. Et le business va revenir, mais ça ne va pas du tout arrêter la créativité. Moi, je crois que quand il y a chaque événement triste, quel qu'il soit, peut être une source aussi de motivation pour changer les choses et le monde de demain. Florence Axel, une réaction? Oui, moi je suis complètement d'accord et surtout aussi quand on voit toutes les startups qui se lancent aujourd'hui, enfin je pense aussi à Mes Bonnes Copines, qui sont dans ces logiques collaboratives et qui apportent une autre vision du monde et qui sont aussi là vraiment avec une vocation de vouloir changer un peu le monde. Enfin, je trouve que cette énergie-là, au contraire, ça lui donne encore plus de sens. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi quand j'ai regardé, par exemple, mon site sur Mes Bonnes Copines. Grâce à Mes Bonnes Copines, j'ai eu l'occasion de rencontrer une femme qui était en niqab, qui est venue chez moi. Jamais dans ma vie habituelle, j'aurais eu cette occasion-là, mais grâce à Mes Bonnes Copines, ça a été le cas. Donc, je crois aussi beaucoup que tous ces projets qui sont portés par des startups, ils ont cette vocation de créer des connexions, de recréer du lien et que c'est porteur d'espoir. Et ça va, au contraire, ça il y a une obligation à ce que ça soit encore plus fort. Et est-ce que malgré tout, vous, l'un et l'autre, dans vos jobs respectifs, dans vos activités, vous ressentez finalement une forme de conséquence ou une forme d'impact sur ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé malheureusement il y a quelques jours? Guillaume Le Dieu de Ville. Oui, ça a commencé dès le lendemain. C'est-à-dire que nous, on a... Comment ça se traduit chez Lingueo? Moins d'appels téléphoniques, alors nous, c'est des cours de langue en ligne. Moins de réservation de cours, ça veut dire que les gens sont préoccupés par autre chose, c'est-à-dire que l'activité diminue même du service, que ce soit en achat ou en utilisation du service.
mais on suit ça de manière vraiment en temps réel avec les Google Analytics et autres. Donc on peut voir chaque jour que ça reprend son cours. Mais effectivement, il s'est passé quelque chose et ça se ressent immédiatement, instantanément. Florence Axel. Sur mes bonnes copines, je ne l'ai pas trop ressenti. Par contre, j'ai une autre entreprise qui est dans l'événementiel. Et là, ça a été radical. Il y a eu des annulations dès le lendemain d'événements. Pour l'événementiel, c'est un vrai souci. C'est un vrai problème, un vrai Ouais. souci. C'est un fléau. Alors, après ces événements, on a entendu beaucoup d'hommes politiques ou de responsables économiques d'ailleurs qui ont aussi reconnu quelque part le rôle de l'entreprise comme un moteur d'intégration. Finalement, cette liberté d'entreprendre, ça évite de faire des choses un peu moins sympas en gros, si on résume. C'est un peu ce qu'on pouvait entendre. Et ça permet finalement de s'intégrer. Est-ce que vous êtes tout d'abord d'accord avec ça sur ce constat, Guillaume Le Dieudeville? Mais vous voulez parler des startups ou vous voulez parler Du monde de l'entreprise du en monde de général. l'entreprise. L'entreprise a son rôle à jouer, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas avoir des barrières non plus trop importantes. Il faut un ascenseur social à tous les niveaux, mais ça commence dès l'éducation. Là, quand on parle des attentats, on voit bien que c'est des profils de personnes qui sont complètement mis en dehors du système. Et je ne vois pas en quoi, nous, aujourd'hui, on peut jouer un rôle là-dedans. Enfin, en tout cas, au sein de l'intégration de notre entreprise. Je pense que, encore une fois, chacun doit jouer son rôle. Florence Axel, est-ce que l'entreprise elle est moteur dans ces notions d'intégration? Moi, je trouve qu'un petit peu chacun son métier. Enfin, voilà, moi, j'ai un peu du mal à... Bon, après, c'est aussi à titre personnel. Hein. C'est difficile Bien d'avoir sûr. un avis pour toutes les entreprises. Mais ouais, je pense que on y participe. Mais à mon avis, on y participe plus dans l'enjeu, dans l'objectif de nos sociétés, dans la mission de nos sociétés, dans l'offre de valeur de nos sociétés, des fois, que dans... en tout cas, Dans je votre pense- fonctionnement même, et Voilà, votre que dans manière le de travailler. fonctionnement même. Je pense, en tout cas, pour les startups. Je pense. Complètement, nous, c'est Ton aussi- entreprise, c'est ça. c'est un symbole un peu de ça, notamment avec les langues, bien sûr. C'est Ben un voilà. symbole d'intégration. C'est la culture d'un pays. Donc, l'apprentissage des langues est Accessible. essentiel, accessible à Voilà. tous. Ça veut dire quoi? Que l'homme politique, il a peut-être tendance un petit peu à se défausser sur le chef d'entreprise, sur l'entrepreneur, sur ces questions-là notamment? Je pense que l'homme politique se défausse peut-être. Je pense qu'il est perdu en ce moment. Il est perdu. Il essaie de voir à quel point il a pu passer... parce que là, on remet en cause quand même un système de plus de 30 ans d'intégration, d'éducation, de travail au sein des entreprises. Donc, bien sûr, il va essayer de trouver des solutions partout, souvent de manière un peu indélicate, comme avec ses propos. Et est-ce que pour terminer sur cette question, la nouvelle génération d'entrepreneurs que finalement vous êtes, celle qui fait du collaboratif, comme le disait Florence tout à l'heure, qui développe, qui crée, qui innove, est-ce qu'elle a davantage finalement de responsabilité dans cette question finalement d'intégration, de communication dont on parlait à l'instant? Florence Axel. Moi, je vois toujours les choses de manière micro. Donc, pour moi, l'objectif de l'entreprise, c'est d'abord de créer des spirales vertueuses, de créer du business qui va permettre ce qui va permettre. Mais c'est pas son enjeu à la base, c'est pas sa mission à la base. Guillaume Le Je suis Dieudeville. complètement d'accord. En fait, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir les entreprises qui ont une vocation de réseau social, de relais solidaires et autres, qui vont avoir un rôle à jouer, et donc leur porte-parole. Parce que ça fait partie de leurs activités. C'est Parce l'offre que de ça fait valeur partie, de la boîte. exactement, Ouais. et je vous rejoins complètement. Ensuite, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, des start-upers ont un rôle d'influenceurs aussi et sont plus actifs sur le web en général. Donc, de manière naturelle, ils vont jouer le rôle de leader et vont mettre en premier les safety checks, vont mettre en avant les cagnottes Litchi pour les familles des victimes très rapidement. Et là, ils ont un rôle à jouer, oui, parce qu'ils sont suivis. Vous savez, sur Internet, il y a toujours une part d'actifs qui est plus minime. Et en général, les start-upers et les dirigeants d'entreprises Internet en font partie. Très bien. Bon, restez avec nous parce que dans quelques instants, justement, on va parler d'un tout autre sujet un petit peu plus sympa. On va parler du Portugal. On part au Portugal avec cette question. Est-ce que finalement le pays est en train de devenir le nouvel Eldorado? Mais avant ça, et pour changer finalement de cette terrible semaine, on va parler de Bercy, du ministère de l'économie. C'est le deuxième sujet de cette émission, qui donne les noms de ceux qui ne respectent pas, mais alors pas du tout, les délais de paiement inter-entreprises. Ça s'appelle, cette pratique, elle a un nom, ça s'appelle le name and shame. C'est une pratique qui nous vient des Britanniques, qui débarque donc du côté de Bercy. Avant de vous faire réagir sur cette question, on va le rappeler déjà, depuis 2009, le délai de paiement inter-entreprise a été fixé à 60 jours, donc à compter de la date d'émission de la facture. Et donc là, ce qui s'est passé ce week-end, cette semaine, c'est donc SFR Numéricable notamment qui écope d'une amende cumulée de 750 000 €. Dans le viseur également, la filiale hélicoptère d'Airbus, Coma Sud, Paul Prédo, le fameux charcutier. Les sommes finalement, elles ne sont pas énormes.
Est-ce que c'est le symbole qui, dans ce cas-là, est important? Guillaume Le Dieudeville. Vous parlez de name and shame. Il faut avoir honte pour que ça soit efficace. Et d'ailleurs, quand on voit ces différents acteurs, on voit leurs réactions. Elles sont différentes. Vous avez d'un côté Altis, donc SFR numéricable, qui assume complètement et qui dit « nous avons changé les choses, mais nous allons payer l'amende, il n'y a pas de problème ». Donc là, on fait le calcul, on comprend que s'ils ont une amende de 750 000 €, c'est qu'a priori, ils ont économisé des millions. Il ne faut pas aller plus loin. Et la somme n'est pas bien sûr, dérisoire. Elle est dérisoire. Et on en parlera pour nos cas personnels. Mais c'est vrai que les pénalités de paiement, de retard de paiement en France sont minimes. Vous avez un taux légal, vous pouvez en mettre des supérieurs, mais les rarement acceptés. On va reparler de votre situation tout à l'heure et dans les petites entreprises. De l'autre côté, vous avez des entreprises comme Eurocopter qui, eux, sont malheureux en fait de cette image négative. Donc vexés, ils sont vexés. Donc tout de suite, ils vont aller faire appel ou recours ou à un tribunal administratif. Mais c'est une question ici plus de communication. Il y a ceux qui assument et ceux qui n'assument pas. Il y a ceux qui n'ont jamais honte, qui sont très extravertis. On connaît le dirigeant d'Altis, c'est un peu l'esprit. Et des groupes un peu plus traditionnels et industriels français comme Eurocopter qui, eux... un peu de mal à encaisser. Qui ont un peu de mal à encaisser, qui sont en train de dire, voilà, ce n'était que 8 jours de retard ou des choses comme ça. Florence Axel, est-ce qu'il fallait balancer comme ça sur la place publique les noms des mauvais payeurs? En fait, moi, quand j'ai vu ça, j'étais super étonnée qu'ils le fassent. Enfin, c'est pareil, c'est une question très macro. Donc, moi, je donne vraiment mon retour en tant que personne. Mais je trouve que le ministère est souvent très frileux. Enfin, moi, j'ai plus des c'est pas dans les usages, dans les us et coutumes de la maison. Ouais. Et je me suis même demandé pourquoi il le faisait en fait. Et est-ce que c'était ça vraiment la solution qui faisait que... Enfin, je sais pas. Mais ça m'a paru très, très étonnant en termes de choix de leur part de... Oui, pour moi, c'est une sensibilisation, mais effectivement, on peut s'étonner du fait qu'ils ne parlent pas d'eux-mêmes. L'État n'étant pas l'État n'étant vraiment pas le meilleur payeur en France. On va y revenir justement, parce qu'effectivement, il y a aussi cette question, ils balancent les noms, mais on ne sait pas... Quand j'ai vu le titre de l'article, moi, je croyais que c'était pour dire quel ministère payait le moins rapidement et pas des entreprises privées, en fait. Effectivement, aussi un classement à faire dans ce sens-là, on va y revenir. Mais d'abord, sur vos situations personnelles à vous en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, le non-respect d'un délai de paiement, ça représente quoi pour une petite entreprise comme la vôtre? Guillaume Le Dieudeville. Alors moi, c'est assez simple. Aujourd'hui, j'ai 1/5 de mon chiffre d'affaires qui est dehors, c'est-à-dire où les paiements sont en retard et que je n'ai pas récupéré. 1/5, ça représente des centaines de milliers d'euros. Donc, c'est dans la vie d'une start-up, nous, tout repose sur notre trésorerie. Donc, c'est une calamité. Donc, on est obligé de créer des nouveaux postes pour aller récupérer de l'argent, pour aller récupérer les créances. Vous imaginez, c'est complètement dingue. Et je pointe juste le fait que beaucoup de nos clients sont des organismes d'État. Je pense à Pôle emploi ou autres. C'est pour ça qu'on vous posera la question tout à l'heure, effectivement. Voilà. Et donc, je trouve que c'est un peu scandaleux. Pratique que nous, on pratique en général, excusez-moi pour la répétition, jamais. C'est-à-dire que nous, à la réception de la facture, le paiement est quasi fait ou à la fin du mois. C'est toujours rapide. Et c'est en retard par rapport à la date de règlement prévu? Oui, c'est-à-dire que la date, de toute façon, il y a un taux légal. Donc, même si avec l'entreprise, elle nous signifie dès le départ que de toute façon, si on veut travailler avec elle, ça sera 45 jours, fin de mois ou 60 jours. En général, nous, on est plutôt sur 90 jours, 120 jours. J'ai des factures encore de 2014 à me faire payer. Ouais. Florence Axel, est-ce que chez mes bonnes copines, on est impacté, on est embêté avec ces problèmes de délai de paiement? Sur mes 2 entreprises, ça fait partie du quotidien, les factures. Enfin, je crois que c'est même rare quand j'ai une facture qui est payée en temps et en heure, et c'est là où je suis étonnée. C'est plutôt dans l'autre sens. Mais du fait, moi, le problème pour moi, c'est pas de pas être payé en temps et en heure, c'est souvent c'est la mauvaise surprise. Aucune visibilité. Voilà, quand un client nous dit, voilà, nous, en ce moment, c'est un peu serré, donc on vous garantit de vous payer à 45 jours, mais vous serez payé à 45 jours et qu'ils le font. Moi, j'ai pas de problème sur le délai du moment qu'on peut s'organiser. Je pense qu'on est d'accord. C'est toujours une question de gestion de trésorerie. On fait des paiements en 3 fois, des choses comme ça, on anticipe, exactement. etc. Ce qui est gênant, c'est pas le délai de règlement, c'est le retard par rapport à un deal qui a été fait. Et c'est là où ça tombe dans le côté pas clean et qui nous met... Et la non-réponse, c'est-à-dire que vous vous battez, vous appelez des services comptables et autres. Ça sent le vécu, ça. Oui. Mais c'est le quotidien d'une entreprise. Et la seule chose, c'est que quand vous voyez des entreprises comme notre, TPE, PME,
on n'a pas une multitude de services, on n'a pas 20 personnes qui sont là pour gérer ces choses-là. Et c'est ça justement la question, est-ce que ce sont systématiquement des grandes, voire des très grandes entreprises avec lesquelles on doit se battre, contre lesquelles en l'occurrence vous devez vous battre? Ou est-ce que c'est aussi finalement des questions de rapport de force entre des boîtes de taille plus modeste Alors, dans mon cas, c'est des grosses entreprises. C'est exclusivement des grandes entreprises. Il peut arriver que j'ai des défauts de paiement de petites entreprises parce qu'elles vont mal, mais ça, on discute. Et surtout, là où je rejoins Florence, c'est qu'on discute. Donc, c'est-à-dire qu'on le sait. Donc, on peut l'anticiper. Les TPE, les PME sont de meilleurs payeurs, disons. Parce qu'elles comprennent mieux le problème, je pense. C'est pas les mêmes problèmes en fait. Moi, quand je bosse avec une grosse boîte, je suis plus rassurée parce que je sais que je vais être payée un jour ou l'autre, même si c'est super en retard, mais je sais que je serai payée. Alors que voilà, ça fait 15 ans, j'ai 15 ans d'entrepreneuriat derrière. À chaque fois que j'ai eu un problème véritable, c'est la société qui a déposé le bilan. Et dans ce cas, c'est des petites boîtes. Bien sûr. Donc en général, et là, c'est fini. Enfin, je veux dire, après, c'est une question de solvabilité. Voilà, passer derrière le liquidateur et tout ça, ça devient très très compliqué de réussir à récupérer l'argent. Donc, je préfère quand même dans la pratique bosser avec une grosse boîte, même si je sais que ça risque d'être compliqué. Parce qu'il y a plus de récurrence. C'est ça. Et puis, si vraiment ils le font pas. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se prémunir finalement de ce problème? Pour ceux qui nous écoutent, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui est-ce qui peut aujourd'hui nous aider? T'as la réponse, moi ça m'intéresse. En fait, non, Laurence Sachel aussi. Non, mais j'ai pas de réponse. En fait, vous avez la seule manière, c'est de dire vous me payez en amont et c'est pas négociable. Ouais. Et ça passera pas dans la plupart des cas. C'est compliqué. Donc ça, c'est la meilleure des solutions. Ensuite, les pénalités, il y a un taux légal, vous pouvez pas les exploser. Donc, vous pouvez faire toujours du contraint, mais c'est pas diplomate, c'est pas une relation commerciale saine, etc. Parce que, encore une fois, en amont, tout le monde vous dit qu'il n'y a pas de problème. C'est après qu'il n'y a plus de nouvelles. Donc, c'est dur sur un deal de commencer à essayer de négocier ce genre de détails. Donc, aujourd'hui, à part faire appel à des sociétés extérieures pour faire du recouvrement. C'est ça justement, il y avait la question du recouvrement parce qu'il y a juste un chiffre là qui nous vient du cabinet ARC, qui est justement un organisme spécialisé dans le recouvrement de créances, qui nous dit que sur cette année, c'est 66% de litiges en plus uniquement sur cette question et toutes les dispositions qui visent à soustraire ces questions de délai de paiement. Mais j'ai une solution, moi. Alors la question, et on va peut-être avoir la solution dans la réponse, est-ce que ce fléau finalement, il s'intensifie? Je pense que, en tout cas, ces dernières années, il s'améliorait pas du tout. Ça, on peut pas dire le contraire. Nous, on a mis en place une pratique au sein de la boîte parce que faire appel à des sociétés de recouvrement, ça coûte très cher. C'est encore de la gestion d'un prestataire externe. On a incentivé des personnes au sein de la boîte. Et donc, tout argent rapporté, vous touchez 5% de prime. C'est bien ça. Donc, j'ai des personnes... J'ai préféré motiver les troupes en leur disant, voilà, vous récupérez l'argent, vous serez récompensé parce que vous le faites. On prévoit un temps de travail pour pas que ça vienne perturber tout l'ensemble pour ça. Et tout commissionné sur l'argent qu'on arrive à rapatrier dans les caisses de l'entreprise. Mais vous voyez, là où on en arrive, c'est-à-dire que je vais au final payer 5% sur de l'argent qu'on me doit et qui devrait être payé normalement. Ouais. Donc, qui devrait rentrer normalement dans... Il faut rajouter 5% sur la facture sur au la départ. facture. En un mot très rapidement pour terminer, vous parliez de l'État tout à l'heure, parce que vous travaillez notamment beaucoup avec les organismes publics. Est-ce que lui, notamment, est un bon payeur? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est dit. Je n'ai jamais eu un paiement en temps et en heure, par exemple, d'un pôle emploi ou de choses comme ça, ou d'organismes de cette nature. On travaille aussi beaucoup avec les OPCA, qui sont des structures qui ne sont pas vraiment d'État, mais qui sont agréées par l'État. Effectivement, je pense qu'il y a deux choses. Je pense que ce n'est pas une volonté d'être un mauvais payeur. C'est que c'est des machines très lourdes, très administratives, et que de toute façon, c'est quasiment impossible pour eux de faire des paiements fluides. Donc, parce qu'il y a un nombre de pièces qu'on redemande tout le temps. On est dans le paquet, mais pas encore au bon endroit. Exactement. Il faut attendre que ça remonte. Florence Axel, pour la dirigeante d'entreprise que vous êtes, qu'est-ce qu'on attend des pouvoirs publics, du gouvernement sur ces questions-là? Ça, c'est un peu trop macro comme question pour moi. Moi, je n'ai pas d'attente particulière par rapport à ça. Pour moi, c'est quelque chose qui se gère... je ne sais pas si c'est l'État qui doit intervenir pour mettre en place des choses. Parce que c'est eux qui ont mis, j'imagine, les délais... plus de liberté ou pas. Parce que les taux qu'on rajoute, etc., les pénalités, etc., j'imagine que c'est eux qui ont dû les mettre en place. Et on sait, au concret, dans la vraie vie,
et puis que c'est pas possible. Enfin, Ouais. moi, en 15 ans, j'ai jamais pu monter la pression à mon client et dire attention, sinon je te mets 1,3%, je sais plus combien de. D'abord, il a pas peur, et puis Ouais. c'est comme Oui, vous tu n'avez disais pas tout à les l'heure. armes finalement nécessaires Non, pour... il Bah n'y a pas non. peur à cause du montant. Parce que c'est Ensuite, privé parce comme que, deal. à un moment donné, c'est voilà. contractuel. C'est Mhm. pas, il n'y a pas une histoire de. Bon, si, à part le fait de dire. Au départ, nous, on ne un mettait avocat. pas de délai de paiement sur nos factures. Le jour où on l'a fait, on a quand même amélioré d'environ 15 jours sur la moyenne. J'avais regardé de très près les stats parce que c'était quelque chose qui est Bien sûr, qui est important. On a amélioré de plus de 15 jours les délais de 15 paiement. jours Ça veut dire que je pense d'avance, que, par quelque exemple, part, si on par prend sur Pôle emploi, on était tout en bas de la pile, on est remonté de quelques piles et ils se sont dit, bon, parce qu'on a un certain nombre de dossiers, donc pour pas qu'il y ait une action un peu plus intense de notre part, et les délais se sont un peu améliorés, tout en étant hors des clous, quoi qu'il arrive. Bon, c'est un sujet qui est très complexe, qui mérite beaucoup de réflexion. Et évidemment, au cours de cette saison, on reviendra évidemment sur ces questions de délai de paiement parce que ça touche beaucoup de ceux qui nous écoutent. Allez, on termine cette émission avec un peu plus de légèreté, ça ne nous fera pas de mal, de chaleur, de soleil. On part au Portugal puisque le gouvernement a eu la bonne idée pour accélérer quelque part sa sortie de crise de proposer la création de son entreprise, non pas en 36 jours, non pas en 36 heures, mais en 36 minutes. C'est un dispositif du ministère de la Justice qui témoigne de la volonté finalement du pays de s'imposer dans l'univers de la création, de l'innovation, dans l'univers des entreprises. On peut aussi citer le fait d'ailleurs d'installer en seulement 48 heures sa start-up innovante un peu partout dans le pays. Bref, oubliez Berlin, oubliez Paris. Après les retraités, Lisbonne s'attaque aux start-upers. Installer mes bonnes copines au Portugal, est-ce que ça vous tente, Florence Axel? Partir en vacances d'abord, pour voir. Bon, ça, tout le monde, ça. C'est à la Je crois mode en qu'on ce surfe moment. très bien là-bas. Oui, c'est vrai. Et puis Très bon on spot. mange bien. Et puis non, moi ça me Mais est-ce tente qu'on y bien. bosse bien? Est-ce qu'on peut installer son entreprise avec de la facilité? En tout cas, est-ce que ça vous intéresse? Pour moi, c'est pas l'argument qui fait qu'on monte une boîte en endroit. Enfin, je sais pas. C'est vraiment mon avis personnel. Mais si on monte juste la boîte parce qu'on peut le faire en 36 minutes à cet endroit-là, bon ben, pour moi, c'est, enfin, comment dire, le sens qu'on a dedans, il n'est pas Je suffisant. suis tout à fait d'accord. Pour moi, ça revient au même que la boîte à 1 euro en C'est France. Exactement. Ouais, Mais c'est vraiment le même principe. complètement d'accord. Bien sûr, c'est très bien. En fait, à qui ça va profiter? Ça va profiter à des personnes qui ont des métiers plutôt d'indépendants, qui vont devoir créer une Tout à fait. structure rapidement et répondre et faire de la prestation de service. Pour ça, c'est très bien. Là, dans votre question, il y avait l'écosystème startup. Une startup, c'est pas uniquement ça. C'est effectivement, alors C'est on un a vu marché, que c'est un marché. C'est des développeurs, des profils, des talents. On parle de talents, des talents différents. Donc il faut aussi un système éducatif, Une vision, une vision culturelle Mhm. complètement. Donc avant que ça soit un hub, c'est pas juste la promesse du 48 heures qui est une promesse forte. C'est-à-dire finalement c'est un message, une communication pour dire c'est simple chez nous, c'est simple et on est un pays de l'entreprise. Très bien, c'est un bon début. Je ne sais plus quel événement va maintenant se faire, web va se faire aussi au Portugal. C'est des bons indicateurs, mais ce n'est pas comme ça que ça va se faire. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Parce que pour qu'il y ait un écosystème, il faut qu'il y ait des foyers de consommation, il faut qu'il y ait finalement aussi toute une structure d'aide parallèle. D'aide, d'investisseurs, c'est un écosystème complet, c'est très Il n'y a dur à rien du faire. tout au Portugal. Alors, je ne connais pas assez le Portugal pour répondre à ça. Ce que je sais, c'est que dans mon entourage, les personnes que j'ai pu voir qui sont parties au Portugal, en général, c'était des personnes installées, qui ont travaillé en finance, qui ont bien réussi, qui ont gagné un peu d'argent et qui sont allés s'installer là-bas pour un confort de vie. Parce que c'est vrai que ça coûte moins cher là-bas, on mange bien, il fait beau, et ont monté leur société sur place, mais avec moins de pression parce qu'ils étaient déjà dans une situation confortable. Ça, c'est ce que j'ai pu constater jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je comprends que chaque pays de la communauté européenne veut devenir une terre d'entrepreneurs parce qu'on essaie de reconstruire le tissu économique. Donc, toute action est bonne, mais ce n'est pas pour ça que c'est gagné. Florence Axel, c'est quoi aujourd'hui un vrai bon écosystème pour entreprendre, pour développer sa boîte comme vous l'avez fait avec mes bonnes copines? De quoi est-ce qu'on a besoin quand on est entrepreneur, justement, en termes d'écosystème? C'est marrant, moi je vois pas tout à fait les choses comme ça. Je pense pas qu'on a besoin d'un écosystème. Je pense que avoir envie d'entreprendre, c'est un moment, une envie, une personne, enfin une équipe, et quel que soit l'écosystème autour, on se débrouillera et on y arrivera. Enfin pour moi, je vois pas ça comme une condition sine qua non au fait qu'on monte une boîte. Pour moi, le sens de monter sa boîte, il est autre part. Enfin, ça, c'est un peu ma vision. Donc après, c'est cool. Tant mieux s'il y a un écosystème après qui aide à ça, s'il y a c'est évidemment tous les incubateurs, etc., ça apporte de la richesse, des échanges. C'est des plus, mais c'est pour moi pas des conditions Mais sine qua non. qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans le développement de votre boîte, finalement en termes d'outils,
plus législatif, plus culturel aussi, par exemple. Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez trouver ailleurs, notamment à Lisbonne, puisqu'on parlait de Lisbonne? Je sais, je connais pas trop Lisbonne, donc là-dessus, ça sera un petit peu compliqué. Je sais pas exactement ce qui manquerait. Moi, par le climat, je suis très content en Ouais, France. Non, mais c'est vrai, je suis très content moi, en je fais avec France ce parce que que j'ai j'ai. une variété de profils, Mm. des gens du monde entier qui viennent. On trouve toujours des solutions. On trouve des solutions. On est une place aussi stratégique. On est vraiment entre le sud et le nord de l'Europe. Donc, on a vraiment deux cultures différentes, deux marchés de consommation très différents. On a une histoire. Et on a un système éducatif qui est quand même excellent. C'est pas pour rien que nos ingénieurs sont recherchés dans le monde entier. Donc, en un mot, Lisbonne, on n'y croit pas vraiment. Non, À ils ont leur essayer jeu pour à les jouer, vacances. à essayer pour les vacances dans un premier temps. Et ensuite, on verra. Voilà, mais après, oui, ils vont peut-être faire un C'est un écosystème coût. brillant. Pour moi, c'est un coût un peu. C'est un coût de communication de faire sûr. la. Mais de toute façon, aujourd'hui, chaque pays doit avoir son rôle. C'est-à-dire qu'il ne faut plus penser que par pays. C'est-à-dire que même en tant qu'entreprise, demain, Lingo, ça sera peut-être à Lisbonne, s'il y a un marché. Et donc, ça sera bien d'avoir une représentation là-bas. Et effectivement, si demain, Lingo s'installe au Portugal, le fait qu'il y ait une entreprise qui peut être créée en 48 heures, ça va faciliter toutes nos actions. Et donc, effectivement, c'est aussi un peu ouvrir les Parce portes. qu'on a beaucoup reproché, notamment au système français, d'être très lourd, d'être très lent, d'être très long, d'être très compliqué. Là, on est finalement totalement en rupture avec ça. Ouais. Est-ce qu'il peut quand même y avoir finalement une forme d'effet de levier, d'appel d'air sur ces questions-là, Florence, Axel? Entre ma première boîte et celle que j'ai montée il y a 4 ans, il y a quand même énormément de choses Il y a eu déjà. des progrès de fait. Et énormément. Sur quel domaine? À quel niveau? Moi, à l'époque, je me souviens que quand j'ai monté ma première boîte, j'étais au chômage. Et le jour où je suis devenue gérante de ma société, par exemple, mon chômage a été coupé. Donc pendant 2 ans, j'ai mangé des pâtes chinoises. Voilà. Mais ça faisait partie du deal et c'est pas ça qui m'a empêché de le faire. Alors qu'aujourd'hui, je sais qu'on peut continuer à avoir le chômage. Enfin, il y a des systèmes qui Aujourd'hui, permettent... oui, on peut soit, je crois, continuer à percevoir le chômage, soit demander 70% de son chômage d'un coup. C'est ça, comme ça fait un petit capital de départ. Un petit capital Pour de avoir un départ. capital de Il y a départ. d'autres logiques. Mais On a l'ACRE qui permet de ne pas payer, d'être exempté de charges sociales pendant 1 an. Et on a un certain nombre d'aides. Ça facilite, mais c'est pas pour ça qu'on le fera pas. Après, il y a peut-être trop de petites choses en France, c'est peut-être pas assez clair. Il faut être devenir un expert pour pouvoir utiliser tout. Mais oui, on a quand même pas mal de belles choses en France. Moi, j'ai assez peur du côté, ce que tu disais tout à l'heure aussi, avec la société à 1 euro, etc. Parce que je pense que ça donne un effet de mode sur le fait de monter sa boîte, et qui peut être dangereux. Dans la qualité des projets, peut-être pas ensuite... Exactement. Alors, exactement. Et qui fait qu'après, moi, je le vois du côté des femmes. Les femmes, elles ont envie d'y croire. Il y en a beaucoup qui se lancent parce qu'il y a aussi tous ces systèmes qui facilitent la vie. Mais elles n'ont pas forcément le profil. Elles ne se rendent pas forcément compte au moment où elles se lancent des conséquences que ça peut avoir. Elles n'ont pas forcément... c'est peut-être pas des fois le moment dans leur vie pour mettre tout ce qu'il faut mettre dans la balance. Parce que quand on est entrepreneur, c'est complexe. Et du fait, des fois, après, il y a des personnes un peu cassées et qui sortent de là. Je te rejoins tout à fait, mais je Un pense mot que pour c'est terminer. valable pour les hommes aussi. Oui. Parce que moi, je le vois de c'est à la mode d'être entrepreneur. Donc, il y a Ouais. beaucoup de monde qui veut être entrepreneur. Et parfois, faciliter trop l'accès, c'est bien, mais c'est pas une solution. Ça peut en soi. faire mal. Bon, ça peut faire mal. Donc le mot, c'est rester entreprendre à Paris, mais partez en vacances au Portugal si vous en avez envie. Ouais. Bon, ça. Et On ça, va vous faire du changera, surf et ça en changera des nouilles chinoises de Florence. Voilà. Allez, on termine avec le petit coup de cœur, le petit coup de gueule de nos invités, comme chaque semaine. On va commencer avec Florence. C'est un coup de cœur un peu littéraire. Oui, alors c'est Entreprendre, c'est grandir. C'est l'émission de Catherine Barba. C'est mon petit coup de cœur parce qu'elle elle présente des entrepreneurs. Et Oui, justement, j'ai dit littéraire, c'est culturel, pardon. Oui. C'est pas vraiment un livre. non. Mais disons, elle partage le sens qu'ils ont et vraiment, voilà, qu'est-ce que ça a pour eux, qu'est-ce qui les porte. Et je trouve que c'est une jolie manière d'apprendre l'entrepreneuriat qui, je pense, peut être un bon moyen de continuer à donner envie et à rendre les choses possibles. Bon, on écoutera ça, on regardera ça. Guillaume Le Dieu de Ville, un coup de cœur également. J'ai que des coups de cœur cette semaine. Oui, que des coups de cœur. Mais déjà, bravo à Catherine. C'est vrai qu'elle est très importante dans notre écosystème parce qu'elle a une capacité à faire ressurgir le meilleur de nous tous. Donc ça, c'est génial. Mon coup de cœur, moi, c'est lié malheureusement aux attentats. J'étais à l'étranger. Je m'occupe d'un programme, en fait, dans une école de commerce, HEC, en partenariat avec 42, donc 2 profils très différents. Et pendant les attentats, nous utilisons tous un moyen de communication qui s'appelle Slack. Donc, c'est une sorte de réseau interne pour un groupe de personnes. Et les étudiants, au moment même des attentats,
se sont tous mis dessus et ont commencé à essayer de voir si tous leurs copains allaient bien, donc ce qu'aurait pu faire Facebook, etc., à ouvrir leurs portes en disant, voilà, tu es dans le 11e, viens vite, tu es dans le 10e, viens vite chez moi, etc. On en revient au premier point, très communautaire, très collaboratif. Exactement, mais très collaboratif. Mais cet élan-là, je l'ai trouvé assez beau et je trouve que justement les nouvelles technologies, pour le coup, ont une utilité, même si c'est post-coup. Pour l'instant, ça a eu une grande importance. Pareil pour le safety check dont on a parlé rapidement. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai pu savoir que ma famille allait bien alors que j'étais aux États-Unis, donc j'ai trouvé ça très bien. Bon, ça s'appelle Slack. Slack. Eh ben, on regardera ça. C'est une appli qu'on peut télécharger, j'imagine. Télécharger, utiliser sur Internet, c'est gratuit et je pense que c'est une des plus grosses révolutions en termes de communication actuellement. Bon, eh ben, on jettera un coup d'œil. Florence Axel, Guillaume Le Dieudeville, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine sur WeDoBiz. Et d'ici là, vous retrouvez cette émission en replay sur wedobiz.com. Très belle semaine à tous.